Bonjour et bienvenue. Dans cette session, nous évoquerons le rôle des banques de développement des pays du Sud dans le financement de la transition énergétique et écologique. Dans une autre session, vous avez vu le rôle des banques de développement en général, et en particulier celui des banques multilatérales et bilatérales de développement des pays du Nord pour catalyser les transitions énergétiques et écologiques dans les pays du Sud. Même si l'on évoque souvent ces institutions internationales, elles n'apportent qu'une part minoritaire des financements publics pour la transition. En réalité, c'est une autre catégorie d'institutions, les banques de développement locales, celles qui sont basées dans les pays en développement, qui sont les véritables moteurs financiers des économies locales et partant de l'avènement des transitions. Ces banques locales ont longtemps été oubliées dans les grands débats internationaux sur le financement du développement durable. Pourtant, sans leur implication décisive, aucune mobilisation ni réorientation de l'action ne pourra se faire. Je vous propose de partir à leur découverte. Les banques de développement des pays du Sud, qui sont-elles? Que font-elles? Une majorité de pays dans le monde disposent de banques de développement ou d'institutions financières similaires. C'est le cas aussi dans les pays en développement, où de telles banques de développement, nationales ou régionales, impulsent le financement des économies locales, et ce, parfois depuis des décennies. La BNDES au Brésil, par ailleurs 10 fois plus grosse que la Banque mondiale, ou encore la TSKB en Turquie, ont plus de 60 ans. La BOAD couvre les pays de l'Afrique de l'Ouest depuis bientôt 45 ans. La DBSA officie en Afrique du Sud depuis près de 35 ans. Certains pays en développement disposent même de plusieurs banques publiques de développement, chacune se spécialisant dans le financement de pans différents de l'économie, comme par exemple au Mexique, où NAFIN, Nacional Financiera, soutient l'industrie et les entreprises, Banobras s'occupe des grandes infrastructures, ou encore la Sociedad Hipotecaria Federal, SHF, finance le secteur immobilier et le logement. Ces organismes publics ont ainsi une grande longévité. Certains les qualifient même d'hyper-résilients, malgré des contextes locaux comme internationaux et des enjeux qui ont fortement évolué au fil du temps. Cette longévité et le fait que des pays aussi nombreux et divers aient choisi et continuent de s'appuyer sur des banques de développement pour canaliser une grande partie des financements publics domestiques illustrent la pertinence de ce modèle institutionnel. Le rôle de ces banques est particulièrement essentiel dans les pays du Sud, où les enjeux de développement sont évidemment nombreux. Grâce à des instruments financiers mêlant ressources publiques et fonds levés sur les marchés à des conditions avantageuses, les banques publiques de développement bénéficient souvent des meilleures notations financières possibles dans leurs pays respectifs. Ces institutions ont pour rôle de promouvoir des politiques, programmes et projets dans des secteurs ou domaines essentiels pour le développement des économies. Elles interviennent en particulier là où le secteur privé a encore du mal à intervenir, du fait des risques associés ou des rentabilités différées des investissements concernés. Ces institutions disposent également de mandats de long terme. Les banques de développement font partie des très rares acteurs économiques se projetant au-delà des horizons temporels habituels de raisonnement, soit quelques années pour des décideurs dans un gouvernement, du fait des rythmes électoraux, une dizaine d'années pour des acteurs privés dans des pays émergents ou dits à revenus intermédiaires, et souvent bien moins dans des pays plus pauvres où le secteur bancaire privé, par exemple, n'octroie pas de prêts au-delà de 2-3 ans. De ce fait, et de plus en plus, les banques de développement se dotent de stratégies visant à orienter les économies et territoires sur lesquels elles interviennent vers des trajectoires plus durables et à orienter et mobiliser tous les acteurs, y compris privés, en ce sens. Ce sont donc des acteurs essentiels du développement durable et des nécessaires transitions énergétiques et écologiques. En termes de volume de financement, les banques nationales ou régionales des pays en développement apportent la majorité des financements publics pour le développement. Si l'on prend le cas du financement de la lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ses effets, ce graphe illustre le propos. Vous voyez là les flux de financement pour le climat, classés selon qu'ils proviennent de pays de l'OCDE ou non, et selon leur destination. On remarque ici que les 3/4 des financements mobilisés dans les pays non OCDE sont issus de sources de financement locales, et dans une large majorité des cas, ce sont des banques de développement locales qui les ont apportés.
Les principaux financeurs de la transition énergétique et écologique dans les pays du Sud ne sont donc pas forcément ceux dont on parle le plus, comme la Banque mondiale ou les grandes banques multilatérales de développement. Ce sont des banques locales dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, sauf à avoir vécu ou travaillé sur place. Même si, vu de loin, une banque de développement peut en ressembler à une autre, les banques nationales ou régionales de développement des pays du Sud disposent de caractéristiques particulières, les différenciant des banques multilatérales de développement. Ces caractéristiques représentent en fait des atouts essentiels pour contribuer au financement de trajectoires de développement durable. En effet, les banques locales de développement sont fortement connectées aux politiques publiques régionales, nationales et locales, qu'elles contribuent à façonner. Il est évidemment bien plus facile d'apprécier le contexte local, les tenants et aboutissants d'un programme d'investissement, ou encore les risques associés quand on est sur place que depuis un bureau à Paris ou Washington. Deuxièmement, elles ont été historiquement impliquées dans le financement d'infrastructures et du développement industriel dans leurs zones d'intervention respectives. Ces banques ont, ce faisant, accumulé une expérience unique et ont su aussi s'adapter au monde qui change, remplissant là un rôle contracyclique, comme par exemple lors de la crise financière de la fin des années 2000. Troisièmement, elles disposent d'une expertise conséquente dans une vaste gamme de secteurs et thématiques liés au développement, qui n'ont souvent rien à envier à celles des grandes banques multilatérales ou bilatérales, y compris en matière d'innovation. Quatrièmement, ces banques peuvent mettre en œuvre des financements de manière efficace et efficiente, y compris en mobilisant et ou intermédiant des ressources locales comme internationales via une grande variété d'instruments et des canaux et mécanismes établis et reconnus. Par exemple, ces banques savent concocter des solutions de financement en monnaie locale, effaçant ainsi l'un des risques parmi les plus difficiles à gérer dans les pays en développement, y compris et notamment pour des banques multilatérales ou bilatérales, à savoir le risque de change. Cinquièmement, ces acteurs sont les mieux placés pour mobiliser l'épargne locale et le secteur privé local, mais aussi pour travailler avec les collectivités locales. Ce sont leurs partenaires naturels. Enfin, et sixième atout, ces banques bénéficient d'une forte légitimité au sein de leurs pays respectifs, qui est également, et enfin, je dirais, de plus en plus reconnue par les partenaires internationaux du développement. Cumulant ainsi les atouts des banques de développement en général, mais aussi ceux liés à l'ancrage local, disposant de capacités techniques et financières considérables, les banques de développement du Sud sont appelées à jouer un rôle de tout premier plan dans le financement des transitions. Les banques nationales et régionales de développement des pays du Sud sont conscientes de leur poids croissant dans le financement des transitions, et elles ont développé leur collaboration ces dernières années. Cette démarche a notamment abouti, il y a près de 6 ans, à la création, aux côtés des 3 principales banques de développement bilatérales du Nord, la KfW allemande, la JICA japonaise et l'AFD pour la France, la création donc de l'International Development Finance Club ou IDFC. Comme l'illustre le graphique, IDFC rassemble 23 des principales banques de développement de la planète, dont 20 sont issues de pays du Sud. Avec 3 trillions d'USD d'actifs cumulés, voilà un des rares endroits où l'on peut toucher du doigt des trillions finalement, et plus de 630 milliards de dollars de financement annuel, sans compter la mobilisation d'investissements privés que ces financements publics ont permis de mobiliser ou réorienter, IDFC est le principal pourvoyeur de financement public pour le développement. En particulier, IDFC engage chaque année 100 milliards de financements verts et climat, faisant également du club le premier bailleur public mondial des transitions énergétiques et écologiques, même si ceci reste encore insuffisant, bien entendu, par rapport aux trillions qu'il conviendra de mobiliser, y compris de la part du secteur privé. Le club représente environ 5 fois la taille de l'ensemble des banques multilatérales de développement réunies. Les membres d'IDFC partagent une même vision. Le texte présenté est un extrait du Mission and Vision Statement d'IDFC, à savoir, d'une part, consolider le positionnement des banques de développement des pays du Sud comme 3e pilier de financement du développement, aux côtés des banques multilatérales et du secteur privé, et, d'autre part,
accroître leur contribution pour le financement de trajectoires de développement plus sobres en carbone et résilientes. Grâce à cette démarche collaborative, le rôle essentiel des banques de développement des pays du Sud commence enfin à être reconnu. Le texte issu de la grande conférence de l'ONU sur le financement du développement, qui s'est tenue à Addis Abeba en juillet 2015, indique explicitement et encourage les acteurs internationaux et multilatéraux à conforter encore davantage les banques de développement locales et s'appuyer sur elles pour canaliser le financement des transitions. Plus concrètement, et pour la première fois dans l'histoire du financement du développement, des banques de développement des pays du Sud vont pouvoir mettre en œuvre des fonds multilatéraux, ceux du Fonds vert pour le climat. Ce fonds, qui a vocation à être le plus grand fonds multilatéral pour le climat, issu des négociations internationales, a accordé sa confiance à des banques comme la CAF en Amérique latine, la DBSA en Afrique du Sud, ou encore CABEI qui couvre l'Amérique centrale, pour que ces institutions-là canalisent de l'argent du fonds au bénéfice de politiques, programmes et projets d'atténuation ou d'adaptation. Une action de plus en plus concertée entre acteurs financiers multilatéraux, bilatéraux, régionaux et nationaux s'avère essentielle pour orienter et rendre les flux financiers compatibles avec un profil d'évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient au changement climatique, exactement ce que demande l'accord de Paris sur le climat. C'est également tout le sens de l'objectif de développement durable numéro 17, qui appelle à davantage de partenariats de ce type. En conclusion, les banques de développement des pays du Sud, notamment celles réunies au sein de l'IDFC, sont et seront, plus encore à l'avenir, des instruments essentiels pour rapprocher les populations désunies, réduire la pauvreté, financer l'émergence et contribuer à une meilleure gestion des biens communs. En coopérant entre elles, elles contribuent aussi de manière croissante à la gouvernance des transitions énergétiques et écologiques. Travaillons avec elles. Merci pour votre attention.